On vient tout juste de sortir de Couy. Cette dame, qui prenait soin du camping de Varzy, elle cultivait son cœur comme un champ de tournesol. Le magasin est fermé. Une départementale bien monotone nous a amenés ici, à travers les champs. Heureusement, il fait pas trop chaud aujourd'hui. Je crois que c'est Brécy que l'on aperçoit là-bas au loin. C'est notre dernière étape pour aujourd'hui. Je ne vous ai qu'à montrer de paysage parce qu'ils étaient redondants et monotones. Et en fait, ces derniers jours ont été un peu comme ça. Aujourd'hui, je n'ai aucun mérite. Je ne pouvais pas me tromper parce que c'était vraiment tout droit. Nous y voilà. Il ne reste plus qu'à voir où on s'installe. Me voilà arrivé au gîte de Brécy. Il est super. Et la douche est tout simplement extraordinaire. Comme dirait Marie-France qui s'occupe d'accueillir les pèlerins, que demande le peuple? Et me voilà entre un hibou et une colombe. Qu'est-ce que ça peut bien pouvoir signifier? Que je suis chouette et que j'aime bien qu'on me foute la paix. Hier, je suis arrivé au petit village de Couy dans l'après-midi. Il n'y avait pas un chat dans les rues. Alors je me suis mis à tournicoter entre l'église et la mairie, jusqu'à ce qu'une dame sorte de chez elle. J'ai fondu sur elle comme un oiseau de proie. Peut-être est-ce pour ça que je me retrouve maintenant entre deux oiseaux. Et cette gentille dame m'a amené jusqu'à la maison du maire, qui m'a alors permis de monter ma tente dans son jardin. Et aussitôt fait, j'ai connu une fatigue absolument immense. J'ai dû m'allonger. Je crois que je ne me suis pas senti fatigué comme ça de tout mon voyage. Et je me suis endormi. À mon réveil, j'ai pris un repas et je me sentais mieux après ça. Je me demande si je ne suis pas beaucoup plus fatigué que je ne le crois et que je devrais prendre mon deuxième jour de repos. Maintenant, je vous raconte deux histoires qui vont vous faire sourire, à mes dépens. Ce matin, je me suis réveillé et j'avais une envie particulièrement pressante. Alors je suis allé frapper à la porte du maire. J'ai bien frappé parce que le maire n'a pas de sonnette. Mais il ne répondait pas.
Et comme j'étais vraiment pressé, je me suis mis à faire le tour de la maison, en frappant à toutes les fenêtres et toutes les portes que je pouvais trouver. Absolument aucune réponse. Après un temps qui m'a paru interminable, je me suis résolu à aller frapper à la porte sonner cette fois-ci, plutôt à la sonnette des voisins, parce que eux en avaient une, et absolument aucune réponse. Je suis allé un peu plus loin dans la rue, et finalement une dame m'a ouvert en peignoir. Je lui ai expliqué la situation brièvement, et elle m'a permis d'utiliser sa salle de bain. Et bien voilà, le chemin de Saint-Jacques, c'est aussi ça. J'ai regretté que cette dame ne m'ait pas invité à boire une tasse de café, parce que je trouvais que c'était dommage de rentrer aussi vite dans la vie de quelqu'un, et d'en repartir aussi vite pour une histoire aussi triviale. Alors ce matin également, c'est la deuxième histoire, j'ai très peu mangé parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas emporté assez de provisions pour marcher tous les kilomètres qui me séparent de Bourges. Là encore, je me demande si c'est pas parce que je ne suis pas fatigué et que je commets des bêtes erreurs. Alors j'ai décidé de manger peu et mon estomac aura crié famine toute la matinée jusqu'à ce que j'arrive à Beaugy. Et à Beaugy, je savais qu'il y avait un supermarché. Mais aujourd'hui, on est le 15 août et tout est férié. Et je me suis dit, mais bon, est-ce que je n'aurais pas de la chance? Est-ce que le supermarché ne serait pas quand même ouvert? Et j'ai décidé de faire un petit détour. Et vous savez quoi? J'ai bel et bien trouvé le supermarché ouvert. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de m'installer à l'ombre tranquillement dans une petite ruelle adjacente, de manger tout ce que j'avais envie de manger, histoire de faire de la place dans mon sac, logique. Seulement voilà, quand je suis retourné devant le supermarché, il était 12h34 et il était fermé. Et oui, je n'ai pas pensé une seule seconde qu'ils appliqueraient leur politique du dimanche au jour férié. Évidemment, tout le monde y aurait pensé, mais pas celui-là. Du coup, il ne me reste plus qu'une poignée de malheureux biscuits pour rejoindre Bourges demain. Heureusement, je viens de trouver ce gîte à Brécy, et il garde un petit peu de nourriture dans les placards, c'est un donativo, donc ça arrange quelque peu mes affaires. Là encore, j'ai de la chance. Hier, je voulais partager avec vous cette réflexion. Mais dans les champs, le vent soufflait trop fort. Je pensais que ça interférait avec le micro. Et puis comme je vous l'ai dit, dans l'après-midi, j'ai été envahi d'une telle fatigue que j'ai fini par m'endormir. Au fond, la pensée est-elle quelque chose d'intelligent? Est-ce que la pensée, c'est l'intelligence? La pensée, c'est le mouvement de la mémoire. C'est une information qui est enregistrée dans la mémoire. Est-ce que d'avoir beaucoup d'informations enregistrées fait de soi quelqu'un d'intelligent? Est-ce qu'une encyclopédie, c'est intelligent? Ou bien l'intelligence, est-ce que c'est de savoir jongler habilement avec ces informations? Ou bien est-ce que ce serait encore autre chose que ça? Des gens comme Einstein ou Sakharov étaient-ils vraiment intelligents? D'aller inventer la bombe H, la bombe atomique, est-ce que ça vraiment c'est l'intelligence? Certainement c'était des gens particulièrement industrieux, ingénieux, absolument habiles à absorber les concepts qui leur avaient été enseignés dans leur cursus et à repousser ces notions encore plus loin. Mais est-ce que l'intelligence c'est vraiment ça? En fait, la pensée n'est-elle pas ce qui advient en dernier dans l'univers? Et l'univers, le monde chez les Grecs, le cosmos, n'est-il pas en ordre? Le mouvement des planètes, le mouvement des systèmes solaires, des galaxies, n'y a-t-il pas là un ordre, une intelligence absolument indéniable? L'écosystème planétaire, qui supporte la vie de myriades d'espèces, d'une infinité d'espèces. Vous ne pouvez pas toutes les recenser. Le temps qu'il vous faudrait pour le faire, certaines auraient disparu et d'autres seraient apparues entre-temps. Et toutes ces espèces interagissent les unes avec les autres et créent un équilibre mondial parfait. Et puis dans le corps humain, il y a tous ces processus, des myriades de processus. Regardez toutes les activités qui prennent place rien que dans le cerveau, même le cerveau d'un bébé, dans lequel la pensée n'a pas encore pris place. Est-ce que tous les processus qui prennent place dans notre corps ne sont-ils pas l'intelligence même ?
Dans le sanskrit, le mot karma signifie simplement le mot action. L'univers est une action, un verbe. Le verbe est un mot qui a une importance particulière dans l'évangile de Saint Jean. Il y a cet univers qui est l'action, qui est le verbe, et cet univers est en ordre. Cet ordre n'est-il pas l'expression de l'intelligence elle-même? Je ne dis pas qu'il y aurait une intelligence séparée de l'ordre qui aurait créé l'ordre, mais la manière dont le monde s'écoule n'est-il pas en soi la vérité universelle? La manière dont la planète tourne sur elle-même, dont elle tourne autour du soleil, la manière dont l'air circule librement dans nos poumons. Est-ce que ça, ce n'est pas déjà la vérité qui s'écoule dans nos organes? La manière dont un loup déchiquette une brebis, est-ce que ça ne fait pas partie de l'ordre de l'écosystème planétaire? Et puis le monde humain, lui, est en désordre total. Et le contraste qui existe entre cet ordre universel et le monde humain, c'est que l'humain, lui, veut tout gouverner par la pensée. Elle a pris une place tout à fait prédominante dans notre monde, alors que l'univers, lui, est en ordre, et son ordre ne procède pas de la pensée du tout. Si la pensée est le mouvement de la mémoire, dans ce cas, la pensée est-elle intelligente? Ou bien est-elle en réalité un souvenir de cette intelligence, une ombre de l'intelligence même? Eric, dans les commentaires, a écrit qu'il aimait bien ma manière d'appréhender le chemin. Et son commentaire a chatouillé la mémoire ici, et m'a fait souvenir qu'il existe une polémique dans le milieu des pèlerins qui voudrait que certains individus se sentent investis d'une certaine autorité. Ils iraient dire à qui veut l'entendre qu'un tel n'est pas un vrai pèlerin parce que il ne voyage pas tel qu'il le faudrait. Par exemple, ici au gîte, j'ai trouvé un post-it qui indique qu'à Bourges, il y a un endroit où les pèlerins peuvent s'arrêter. Cet endroit se trouve, je crois, dans un monastère ou dans une abbaye. Mais le prix est également indiqué. Ce prix est de 30 €. Et en ce qui me concerne, à Bourges, j'irai probablement m'installer au camping, parce que le camping est beaucoup moins cher. Mais quelque esprit chagrin pourrait me reprocher que je ne suis pas un vrai pèlerin, parce que quand même, un pèlerin devrait aller se recueillir entre des pierres et pas aller poser sa tente dans un camping où les gens parlent de la météo, de la pluie et du beau temps et veulent savoir si Rudy est cocu ou pas cocu. Je caricature un peu ici, en fait. Je ne connaissais pas les campings avant d'y mettre le pied et on y rencontre toutes sortes de gens qui viennent de toutes sortes d'horizons différents. Il y a ce carcan, ce moule qui a été fabriqué par la pensée et qui dit voilà comment devrait agir le véritable pèlerin. Je vous ai parlé de cet homme qui est venu s'asseoir à côté de moi et qui aura commencé la conversation en disant que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus aucun respect, aucune discipline et que moi, ministre de la Défense, je réinstaurerai le service militaire. La pensée veut toujours créer un idéal et s'enfermer dans cet idéal et enfermer les autres dans cet idéal par la force. Est-ce que ce mouvement de la pensée n'est pas justement ce qui nous a divisés et dressés les uns contre les autres? Ne devenons-nous pas comme des pièces de puzzle grotesques qui n'arrivent plus qu'à s'assembler, qu'avec les gens qui ont reçu le même formatage, et plus l'autre devient différent de nous, plus nous sommes incapables de vivre avec lui. Il me semble que l'être humain n'est pas les histoires qu'il se raconte, mais qu'il est ce qu'il fait, et que ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire que chacun d'entre nous vit son pèlerinage, fait son chemin, exactement tel qu'il est. Et si nous avions dû faire ce chemin 10 ans plus tôt, ou 10 ans plus tard, nous l'aurions fait exactement tel que nous sommes à ce moment-là, dans le temps et l'espace. Si bien que même si un pèlerin venait à douter lui-même de s'il parcourt le chemin tel qu'il le faut, je dirais que sa manière de douter fait partie de ce qu'il est.
et donc c'est déjà son chemin que de douter, quant à savoir s'il parcourt le chemin de la manière correcte. Il me semble que nous ne sommes pas les histoires que nous nous racontons, mais que nous faisons ce que nous sommes, et que ce que nous sommes est totalement conditionné. Que notre respiration est totalement conditionnée par le produit de millions d'années d'évolution, et que c'est le karma, l'action, l'ordre, et il me semble que notre digestion est totalement conditionnée par le produit de millions d'années d'évolution. Il me semble que nos émotions aussi sont totalement conditionnées. Ce sont des réflexes. Nous ne choisissons pas d'avoir peur, de tomber amoureux. Et il me semble que lorsque la pensée se met à tournoyer, nos mains deviennent moites, la respiration devient difficile, la digestion devient difficile. Si bien qu'il est vu par là que l'énergie mentale de la tête n'est pas séparée de l'énergie vitale du reste du corps. Et il est vu par là que notre pensée également est totalement conditionnée, qu'elle est un réflexe de la mémoire. Vous voyez, il me semble que il y a comme cette roue de hamster, et chacun pratique son chemin tel qu'il est conditionné. Si bien que vous pourriez trouver un homme qui a parcouru les 2200 km depuis la Belgique, avec un sac de 45 kg, et qui vous dirait, moi, ministre de la Défense, bla. Nous sommes notre conditionnement, et le conditionnement change, il change tout le temps. Un tel votait démocrate, et puis il se rend compte que son parti est en train de prendre une virée complètement totalitaire. Alors, comme une puce, il saute d'un chien à l'autre. Il change de parti. Un tel a toujours pratiqué telle religion, et puis finalement cette religion ne me convient plus. Alors, on change. On pratique tel art martial, et on s'amuse bien, et puis un jour, on s'ennuie. Et alors, on passe à une autre discipline. Et on gesticule de manière différente. Si bien que le changement semble être la seule constante. Mais tous ces changements ne sont-ils pas la continuation du désordre? Cet ADN qui vous parle, et qui existe depuis des millions d'années sur cette planète, et en tant qu'être humain depuis des centaines de milliers d'années. Tous les conditionnements qui ont été opérés en lui, je parle des conditionnements sociétaux, toutes les influences religieuses et philosophiques, et culturelles et nationales, finalement, quel est le résultat de tout cela, au fil du temps, au fil du conditionnement? Cet organisme est toujours en désordre. Il y a toujours de la souffrance, de l'hostilité. Et est-ce que ce n'est pas aberrant? Vous voyez, l'animal est totalement conditionné. Mais l'être humain, lui, chez lui, la conscience se reconnaît elle-même. Donc nous sommes capables de prendre conscience du fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous, que nous répétons sans cesse les mêmes erreurs. Mais malgré tout, nous ne parvenons pas véritablement à changer. Les changements que nous opérons sont toujours des changements superficiels. Un jour, on faisait des génuflexions, et aujourd'hui, on fait des prosternations. Ou bien on s'assied dans la posture du lotus, ou bien autre chose. Un jour, on priait dans une église, ou bien maintenant dans une mosquée, ou encore dans un temple. Autrefois, on portait une kippa, aujourd'hui un crucifix, demain peut-être encore un vêtement différent. Le folklore change, les rituels changent, les prières changent, mais au fond, le désordre qui est en nous subsiste toujours. Le monde est en ordre, le cosmos est en ordre, et ce qui prédomine dans le monde humain, qui est en désordre total, c'est la pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun d'entre nous, nous nous racontons toutes sortes d'histoires. Mais en réalité, nous ne sommes pas ces histoires. Nous sommes ce que nous faisons. C'est-à-dire, par exemple, que nous nous racontons toutes sortes d'histoires que nous ne sommes pas. Nous sommes ce que nous faisons, et ce que nous faisons, c'est notre conditionnement. Et notre conditionnement change tout le temps. De jour en jour, d'année en année, de décennie en décennie, mais il n'y a pas de véritable changement en nous, quoi que nous fassions. Y compris de s'en aller au loin,
en pèlerinage, pendant des milliers de kilomètres. Il n'y a pas de transformation profonde. Or, la source de notre action jusqu'ici, a été la pensée. Et je me demande si la pensée est vraiment l'intelligence, ou si elle n'est que l'ombre de l'intelligence. Maintenant, regardez. La pensée n'est pas la seule expression de l'activité mentale de l'être humain. Il y a un autre versant, l'attention. Notre activité mentale est faite à la fois de la pensée et de l'attention. Et cette attention est comme un doigt invisible qui est dirigé vers l'extérieur. Un écran peut-être. Et cette attention peut aussi être dirigée vers l'intérieur. Une émotion, une sensation. Mais ce doigt invisible ne pourrait-il pas être retourné vers sa source? Et depuis cette source, les notions d'intérieur et d'extérieur n'apparaissent-ils pas comme des illusions qui ont été inventées par la pensée elle-même? Comme si la pensée était un papier calque qui est déposé sur le réel, de la montagne, de la rivière, de la forêt, et qui commence à créer toute une réalité augmentée, celle d'un espace psychologique, d'une république ou d'un royaume. Les chevreuils savent-ils qu'ils vivent dans une république ou dans un royaume? Et puis, la pensée fabrique son temps psychologique, où il nous semble que les choses vont plus vite ou plus lentement. Et ce papier calque n'est-il pas vu lui-même depuis la source? Et cette source n'est-elle pas l'intelligence elle-même? L'attention, qui est ce doigt invisible, qui est toujours en train de bondir d'un objet à l'autre, peut être retournée vers sa source, qui, à l'inverse de la pensée, n'est pas la mémoire. Qu'est-ce que cela fait que de regarder la pensée depuis cette source? Est-ce que cela ne vient pas mettre un terme à la source du désordre, à la source du carcan, du moule, de la chaîne? Et alors, si l'on est particulièrement attentif, est-ce qu'il n'est pas possible de trouver toutes sortes de nœuds, toutes sortes d'inadéquations dans le corps? Et qu'est-ce que cela fait que de rester avec cela, et de permettre à ce nœud de raconter son histoire, de se déployer? Au fond, est-ce que tout cela ne vient pas apaiser le conditionnement de manière non idéologique, sans chercher à forcer l'autre dans un certain comportement? Tiens-toi droit, ne dors pas au camping. Vous voyez ce que je veux dire? L'eau s'écoule d'une certaine manière, et le vent aussi. Il trouve son chemin dans les branches d'un arbre, dans les branches tortueuses d'un arbre. Et l'eau s'écoule et le vent s'écoule sans le contrôle de la pensée. Et ce mouvement-là, c'est le mouvement de la vie elle-même, c'est le mouvement de la vérité elle-même. Le corps est le produit de tous ces processus. Est-ce qu'il n'est pas aussi possible à l'être humain que d'agir directement depuis l'intelligence, plutôt que d'être continuellement subjugué par la pensée?